Le silence tomba sur le salon comme une lame. 200 personnes vêtues de tenues de soirée, coupes de cristal levées, leurs sourires figés. Antoine Delacroix tenait le champagne de la main ferme de celui qui s'apprête à célébrer une année de plus de vie, une année de plus de succès. Les lumières du lustre dansaient sur le liquide doré, projetant de petits arcs-en-ciel sur les murs de marbre. Puis, elle traversa le salon, en courant. Jeanne, la femme de ménage. 50 ans, uniforme noir et blanc, main calleuse à force de nettoyer cette somptueuse demeure. Personne ne s'attendait à la voir là, au milieu de la fête, parmi les invités de marque. Encore moins courir, comme si la vie de quelqu'un en dépendait. « Ne buvez pas cela !» Le cri déchira l'air. Antoine tourna le visage au moment exact où Jeanne se jeta devant lui, sa main frappant la coupe si fort que le cristal lui échappa des doigts et explosa sur le sol de marbre. Le bruit résonna comme un coup de feu. Le champagne doré se répandit dans toutes les directions, tachant le tapis perçant hors de prix. Silence complet. Personne ne respirait. Antoine regarda la femme en face de lui. Jeanne tremblait de la tête aux pieds, les yeux écarquillés, sa poitrine se soulevant et s'abaissant trop rapidement. Elle regardait le sol, les éclats de verre brillants au milieu de la flaque dorée, comme si elle voyait quelque chose que personne d'autre ne pouvait percevoir. « Qu'as-tu fait ?» La voix de Sophie Beaumont trancha le silence comme un rasoir. L'épouse d'Antoine se leva de la table principale, sa robe rouge de créateur glissant sur le sol, tandis qu'elle marchait vers Jeanne. Son visage était blanc, trop blanc. « Es-tu devenue folle ?» Jeanne n'arrivait pas à s'arrêter de trembler. « Il y a du poison », murmura-t-elle, la voix défaillante. Puis, plus fort, regardant droit Antoine. « Monsieur, ce champagne, il y a du poison. » Le mot tomba dans le salon comme une bombe. Sophie recula d'un pas, sa main volant à sa bouche. Pendant une fraction de seconde, quelque chose traversa son visage. Peur, pure panique, mais elle se ressaisit immédiatement, et ce qui revint fut de la fureur. « Elle est démente !» cria Sophie, pointant Jeanne du doigt. « Appelez la police, cette femme a complètement perdu l'esprit !» Antoine resta immobile. Il regardait la coupe brisée par terre, le liquide doré se répandant lentement sur le marbre. Regardait Jeanne qui continuait de trembler, mais ne détournait pas son regard. « Pourquoi ?» demanda Antoine, la voix basse, dangereuse. « Pourquoi as-tu fait cela ?» Jeanne ouvrit la bouche, la referma. Les larmes commencèrent à couler sur son visage. « Parce que je ne pouvais pas vous laisser mourir, monsieur !» Et à cet instant, une prise de conscience glaciale figea le sang d'Antoine. Il ne savait rien de la femme qui se tenait devant lui, rien de la femme à ses côtés, rien de ce qui se tramait réellement à l'intérieur de sa propre maison. Mais il était sur le point de le découvrir, et quand ce serait fait, plus rien ne serait comme avant. 3 ans avant ce dîner, Antoine Delacroix avait enterré la femme qu'il aimait. Le cercueil d'acajou descendit lentement dans la terre humide et Antoine serra la main de sa fille si fort que ses doigts devinrent blancs. Chloé avait 14 ans. Elle ne pleurait pas. Elle regardait simplement le trou dans la terre comme si elle ne pouvait pas comprendre comment sa mère pouvait tenir là-dedans, dans cet espace si petit, si sombre, si permanent. Les freins avaient lâché, avait-il dit. La voiture avait percuté un arbre à 120 km/h. Mort instantanée, sans douleur. Du moins, c'est ce que le docteur François Leclerc, le frère de la défunte, répétait chaque fois que quelqu'un posait la question. Il était médecin légiste. Il avait signé l'acte de décès. Il savait. Antoine ne dormit pas correctement pendant 2 ans. Son entreprise faillit couler. Il buvait chaque nuit jusqu'à s'évanouir sur le canapé de son bureau. Chloé s'enfermait dans sa chambre et n'en sortait que pour aller à l'école. La maison devint un mausolée de silence, où père et fille se croisaient dans les couloirs comme des fantômes, incapables de parler de la femme qui manquait à chaque coin, sur chaque photo au mur, à chaque place vide à table. Ce fut le docteur François qui suggéra à Antoine de reprendre une vie sociale. « Aline n'aurait pas voulu que tu t'enterres vivant avec elle », dit François un dimanche après-midi, 3 ans après les funérailles. Ils étaient sur la terrasse de la villa, buvant un whisky coûteux qui n'avait plus aucun goût pour Antoine. « Elle aurait voulu que tu ailles de l'avant.
que Chloé est à nouveau une figure maternelle. Antoine ne répondit pas. Il regarda juste le verre dans sa main, se demandant quand exactement il avait cessé de ressentir quoi que ce soit. 2 semaines plus tard, lors d'un événement caritatif pour la construction d'un hôpital pour enfants, Antoine rencontra Sophie. Elle portait une robe bleu clair assortie à ses yeux. Elle souriait facilement. Elle avait 25 ans, mais parlait comme si elle avait vécu le double. Diplômée en gestion, elle travaillait dans une galerie d'art, adorait la littérature russe et le jazz des années 50. Antoine fut fasciné par la façon dont elle le regardait, comme s'il était encore quelqu'un qui valait la peine d'être connu. Chloé détesta Sophie dès la première seconde. « Elle veut ton argent », dit la jeune fille, la nuit où Antoine annonça les fiançailles, 6 mois après avoir rencontré Sophie. C'est la seule chose qu'elle veut. Antoine envoya sa fille dans sa chambre. Il dit qu'elle était trop jeune pour comprendre, que Sophie était différente, qu'il méritait une seconde chance d'être heureux. Chloé cessa de lui parler pendant 3 mois. Le mariage eut lieu un matin de printemps dans un jardin de 200 roses blanches. Antoine se convainquit d'avoir fait le bon choix. Qu'Aline, où qu'elle soit, approuverait, que la vie retrouverait enfin son sens. Il ne savait pas qu'il venait de signer son propre arrêt de mort. 6 mois après le mariage, Jeanne Morel arriva. Jeanne n'avait pas de grands rêves. Elle voulait juste survivre un jour de plus. À 50 ans, veuve depuis 8 ans, elle nettoyait des maisons de riches pour payer le loyer de son petit appartement en banlieue. Elle se levait à 5 heures du matin, prenait 2 bus, rentrait à 9 heures du soir avec le dos douloureux et les genoux gonflés. Elle gagnait une misère. Ce n'était pas assez. Son petit-fils rendait tout plus difficile. Hugo avait 6 ans lorsque sa mère disparut. Toxicomane, la fille de Jeanne s'était évanouie une nuit d'hiver et n'était jamais revenue. Jeanne avait gardé le petit. Puis, elle découvrit qu'Hugo était autiste, non-verbal, avait besoin de traitements coûteux non couverts, de thérapies hebdomadaires à des prix exorbitants. Jeanne se mit à travailler dans 3 maisons, puis 4, puis 5. Elle dormait 4 heures par nuit, mangeait du pain avec de la margarine matin et soir. Hugo s'améliorait lentement, mais il s'améliorait. C'était tout ce qui importait. Puis elle perdit 2 emplois parce qu'elle tomba malade, une pneumonie qui la cloua au lit pendant 3 semaines. Ses patronnes n'attendirent pas. Elles embauchèrent d'autres personnes. Jeanne garda 3 maisons. Ce n'était pas suffisant pour le loyer et les thérapies d'Hugo. C'est là qu'elle vit l'annonce. Femme de ménage, logée pour une villa au domaine de l'Orangerie. Salaire, 3 000 €. Logement inclus du lundi au vendredi, week-end libre. Jeanne postula le jour même. L'entretien fut avec Sophie, la nouvelle épouse du milliardaire. Jeune, belle, froide. Elle regarda Jeanne comme si elle évaluait un meuble d'occasion. « Tu vivras ici du lundi au vendredi, » dit Sophie, marchant en cercle autour de Jeanne. « Tu te lèveras à 6 heures. Tu nettoieras toute la maison avant le petit déjeuner de mon mari à 8 heures. Tu laveras, repasseras, cuisineras quand je te le dirai. Tu ne parleras pas si on ne te le demande pas. Tu ne te montreras pas lorsque nous aurons des invités. Tu seras invisible. Peux-tu le faire ?» Jeanne regarda ses propres mains, calleuses, tremblantes. Vieille avant l'heure. « Oui, » murmura-t-elle. « Très bien, tu commences lundi. » Jeanne travailla 6 mois dans cette maison sans être vue. Elle nettoyait les chambres avant que quiconque ne se réveille. Elle préparait le café et disparaissait. Elle lavait les vêtements chers avec la prudence de qui manipule des cristaux. Elle passait des heures agenouillée à polir le marbre jusqu'à ce qu'il reflète le plafond comme un miroir. Antoine savait à peine qu'elle existait. Sophie la traitait comme un appareil électroménager, utile quand nécessaire, gênant quand il était cassé. Chloé, la fille de 17 ans, était la seule à regarder Jeanne dans les yeux. Parfois, elle laissait un mot dans la cuisine. « Merci pour le café, il était délicieux. » De petites attentions qui faisaient pleurer Jeanne seule dans sa petite chambre de service. 3 semaines avant ce dîner d'anniversaire, Jeanne se réveilla au milieu de la nuit pour boire de l'eau. Elle descendit les escaliers en silence. La maison était sombre. Tout le monde dormait. Mais en passant devant le salon, elle entendit des voix provenant du bureau.
La porte était entr'ouverte. Un filet de lumière coupait le couloir. Jeanne aurait dû remonter, mais quelque chose, l'instinct peut-être, ou cette voix intérieure qui avertit du danger, la fit s'arrêter. Elle se colla au mur, écouta. C'était la voix de Sophie, et d'un homme, le docteur François. « Je n'en peux plus d'attendre », chuchotait Sophie, mais avec une urgence qui rendait chaque mot audible. « Cela fait 1 an. Tu avais dit que ce serait rapide. Il faut que ce soit progressif. » La voix de François était calme, contrôlée. Si c'est trop rapide, ils vont se méfier. Il faut que cela paraisse naturel. Crise cardiaque. Prend-il bien les sédatifs que je lui ai prescrits? Tous les jours. Je les mets dans son café. Silence. Puis, un rire discret de Sophie. Comme nous avons fait avec la première. Jeanne cessa de respirer. Et à ce moment, dans cette fraction de seconde, elle comprit. La femme morte 3 ans auparavant n'était pas décédée dans un accident. Elle avait été assassinée. Et Antoine serait le prochain. Jeanne ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta allongée sur le petit matelas de la chambre de service, fixant le plafond fissuré, son cœur battant si fort qu'elle craignait que tout le monde dans la maison puisse l'entendre. Meurtre. Le mot tournait sans cesse dans sa tête, comme une mélodie obsédante. Sophie et François avaient tué la première épouse. Et maintenant, ils allaient tuer Antoine. Elle devait le dire. Évidemment qu'elle le devait. Aller dans la chambre du patron, frapper, le réveiller, tout raconter. Mais alors quoi? Qui la croirait? Une femme de ménage pauvre, sans éducation, sans preuve, sans rien d'autre que sa parole contre celle d'une épouse jeune et riche et d'un médecin respecté. Elle savait déjà comment cette histoire se terminerait. Jeanne avait vécu 50 ans en étant invisible. Elle savait comment le monde fonctionnait. Les gens comme elle n'accusaient pas les gens comme Sophie. Les gens comme elle n'étaient pas écoutés. Les gens comme elle perdaient leur emploi, leurs références, étaient stigmatisés comme problématiques, comme folles, comme menteuses. Et alors, qu'adviendrait d'Hugo? De son petit-fils qui dépendait d'elle, qui avait besoin des thérapies, des médicaments, d'une grand-mère qui ait de l'argent pour mettre de la nourriture sur la table? Jeanne ferma les yeux avec force. Elle sentit les larmes couler sur ses tempes, mouillant l'oreiller. Elle ne pouvait pas parler, elle ne pouvait pas prendre ce risque. Mais elle ne pouvait pas non plus laisser un homme mourir. Pendant 3 semaines, Jeanne vécut l'enfer. Elle se mit à observer tout. Chaque mouvement de Sophie, chaque visite de François, chaque tasse de café que Sophie préparait personnellement pour Antoine, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant et qu'elle faisait maintenant tous les jours, avec un sourire doux, disant qu'elle voulait mieux prendre soin de son mari. Antoine buvait le café, remerciait, embrassait sa femme, et 1 demi-heure plus tard, il était pâle, fatigué, avec un mal de tête, allant se coucher avant midi. « Ce doit être le stress », disait François chaque fois qu'il venait, posant sa main sur l'épaule de son beau-frère, feignant l'inquiétude. « Tu travailles trop, Antoine. Tu as besoin de repos. » Et Antoine y croyait. Il prenait les médicaments que François lui prescrivait. Il devenait de plus en plus faible, de plus en plus pâle, de plus en plus proche de la crise cardiaque qu'il fabriquait. Jeanne essaya de saboter de petites manières. Elle renversait le café accidentellement avant qu'Antoine ne le boive. Elle disait que le lait avait tourné, qu'elle devait en faire un nouveau, n'importe quoi pour gagner du temps, pour l'empêcher de prendre plus de poison. Mais ce n'était pas suffisant. Chloé fut la première à remarquer. Un après-midi, la jeune fille entra dans la cuisine et trouva Jeanne debout devant l'évier, les mains tremblantes, fixant une tasse de café que Sophie venait de préparer. « Qu'y a-t-il » demanda Chloé. Jeanne sursauta. Elle faillit laisser tomber la tasse. « Rien, mademoiselle. J'étais juste distraite. » Chloé la regarda. 17 ans, mais avec les yeux de quelqu'un qui avait déjà trop vu. La jeune fille s'approcha, baissa la voix. « Toi aussi tu penses que quelque chose ne va pas, n'est-ce pas ?» Le cœur de Jeanne s'emballa. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, mademoiselle. Mon père est malade, » chuchota Chloé, et il y avait de la peur dans sa voix, de la vraie peur. Il n'est jamais malade, jamais. Et tout à coup, il dort toute la journée, a des maux de tête, a du mal à travailler, et tout a commencé après que... Chloé s'arrêta, regarda la tasse de café. Jeanne.
De retour à la tasse. Après qu'elle a commencé à lui faire son café, compléta Jeanne, la voix sortant avant qu'elle ne puisse l'en empêcher. Le silence tomba lourdement entre les deux. Chloé prit la tasse, renversa le liquide dans l'évier, ouvrit le robinet et lava tout. « Merci, dit-elle, si doucement que Jeanne l'entendit à peine, de prendre soin de lui, et elle sortit de la cuisine avant que Jeanne ne puisse répondre. 3 jours plus tard, Sophie organisa la fête d'anniversaire. « Ce sera grandiose », annonça-t-elle au petit déjeuner, avec ce sourire parfait qui n'atteignait jamais ses yeux. 200 invités, les meilleurs hommes d'affaires de la ville, des politiciens, des artistes. Ce sera la fête de l'année. Antoine tenta de protester. Il dit qu'il ne se sentait pas bien, qu'il préférait quelque chose de petit, juste la famille. « Ne sois pas bête, mon amour. » Sophie passa sa main dans ses cheveux, le geste affectueux d'une épouse dévouée. « Tu as besoin de t'amuser, de célébrer la vie. Ça te fera du bien. » François, qui était présent comme toujours, acquiesça. « Elle a raison. Tu dois sortir de cette mélancolie. Une fête va te redonner de l'énergie. » Antoine céda, comme il cédait toujours. Jeanne écouta tout depuis la cuisine et sentit son sang se glacer. Ils allaient le faire pendant la fête, devant tout le monde, une crise cardiaque soudaine dont 200 personnes témoigneraient, attestées par un médecin de renom. Personne ne se poserait de questions. Jeanne devait faire quelque chose. Mais quoi? La veille de la fête, Jeanne était en train de nettoyer le salon lorsqu'elle entendit des voix provenant du bureau. Encore. Sophie et François. Elle s'approcha. La porte était fermée, mais pas verrouillée. Elle colla son oreille au bois. « Le champagne spécial, » disait Sophie. « Ce sera au moment du toast, devant tout le monde. Il va le boire, remercier, faire son discours, et puis, 10 minutes après maximum, le cœur s'arrête. Tu attesteras une mort naturelle. Terminé. Et la femme de ménage ?» demanda François. Jeanne retint sa respiration. « Qu'est-ce qu'elle a? Elle observe trop. Elle me regarde. Elle te regarde. Je crois qu'elle se méfie. » Silence. Puis Sophie rit. Un son glacé. « C'est une femme de ménage, François. Une pauvre sotte qui sait à peine lire. Même si elle se méfie, qui va la croire? Malgré tout rien. Après qu'Antoine sera mort, je la licencie. Simple. Elle retourne dans le trou d'où elle vient, et on n'entendra plus jamais parler d'elle. » Jeanne sentit la nausée lui monter à la gorge. « Et la gamine ?» demanda François. « Chloé va hériter de la moitié de tout. »« Pour l'instant, » répondit Sophie. « Mais elle est jeune, impulsive. Les accidents arrivent, on peut attendre 1 an, 2, et puis, ils ne terminèrent pas la phrase. Ils n'en avaient pas besoin. Jeanne s'éloigna de la porte en silence. Ses jambes tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine marcher. Elle retourna dans la chambre de service, verrouilla la porte, s'assit sur le lit. Ils allaient tuer Antoine demain, et plus tard, ils allaient tuer Chloé aussi. Jeanne regarda la photo de son petit-fils sur la table de nuit. Hugo souriant ce beau sourire de travers, tenant l'ours en peluche qu'elle lui avait offert. Si elle dénonçait, elle perdrait tout, son emploi, ses revenus, la chance de prendre soin du petit. Mais si elle ne dénonçait pas, 2 personnes mourraient. Jeanne ferma les yeux avec force, inspira profondément et prit la décision la plus difficile de sa vie. Le lendemain, lorsque Sophie prépara le champagne spécial et le posa sur le plateau d'argent, Jeanne observait de loin. Quand Antoine prit la coupe et la leva pour le toast, Jeanne sentit le temps ralentir. 200 personnes regardaient. Sophie souriait. François, positionné stratégiquement près de la sortie, prêt à être le premier à secourir quand Antoine s'effondrerait. Antoine porta la coupe à ses lèvres, et Jeanne courut. « Ne buvez pas cela !» La coupe tomba, se brisa, et il n'y avait plus de retour en arrière. La police arriva en 20 minutes. 3 voitures de police, garées devant la villa, lumière bleue clignotante au portail de fer, 200 invités regroupés dans le salon comme du bétail effrayé. Tout le monde chuchotait. Tout le monde regardait Jeanne, toujours immobile au milieu du salon, tremblante, avec des éclats de cristal à ses pieds. Antoine ne la quittait pas des yeux. Sophie avait pleuré, crié, exigé qu'ils arrêtent Jeanne, immédiatement. Le docteur François,
toujours si calme, si posé, avait acquiescé. Il dit que Jeanne était clairement perturbée, qu'elle avait besoin d'aide psychiatrique, que de tels comportements étaient des signes de délire. Mais Antoine demanda d'abord l'analyse du liquide. « S'il n'y a rien dans le champagne, dit-il, la voix basse mais ferme, alors Jeanne sera punie. Mais je veux être certain. » Sophie devint blanche. François tout sauta, mal à l'aise. Le résultat arriva 2 heures plus tard. Sédatif, midazolam, dose élevée, suffisante pour rendre quelqu'un complètement inconscient. Mélangé à de l'alcool, cela pourrait provoquer un arrêt respiratoire en quelques minutes. Le silence qui s'abattit sur la pièce fut différent, plus lourd, plus dangereux. Antoine se tourna lentement vers sa femme. « Sophie, dit-il, et il y avait quelque chose dans sa voix qui fit faire un pas en arrière à tout le monde. Pourquoi y avait-il du sédatif dans mon champagne ? Sophie ouvrit la bouche, la referma. Les larmes revinrent, mais maintenant elles semblaient différentes, moins authentiques, plus désespérées. Je voulais juste que tu te détendes, balbutia-t-elle. Tu es tellement stressé, mon amour, tellement fatigué. J'ai pensé que si tu dormais bien juste une nuit, tu as mis suffisamment de sédatif pour tuer un homme, coupa Antoine, chaque mot comme une lame. Dans une coupe de champagne, devant 200 personnes. C'était une erreur. Je ne connaissais pas le bon dosage. J'ai juste... Comment as-tu obtenu du midazolam ? Silence. Sophie regarda François. 1 seconde seulement. Mais ce fut suffisant. Antoine suivit son regard, se tourna vers son beau-frère. « Toi, dit-il, et ce n'était pas une question, tu le lui as donné. » François leva les mains, le geste du médecin patient traitant un patient difficile. « Antoine, tu es en état de choc. C'est normal, mais ne tire pas de conclusions hâtives. Sophie essayait juste de prendre soin de toi, de manière maladroite, certes, mais... « Sortez, dit Antoine. Sa voix n'était plus basse. Elle était brisée. « Sortez de ma maison. Maintenant. » Sophie essaya de s'approcher. Antoine recula, comme si elle était venimeuse. « Antoine, s'il te plaît. Sortez !» La police les escorta dehors. Il n'y eut pas d'arrestation. Pas encore. Pas avec François, étant un médecin renommé. Pas avec des avocats coûteux déjà en route. Mais ils sortirent. Et les invités partirent peu après, chuchotant, prenant des photos avec leur téléphone, imaginant déjà comment ils raconteraient cette histoire lors des prochains dîners. Et puis il n'y eut plus qu'Antoine, Chloé et Jeanne. Chloé serra son père dans ses bras, au milieu du salon vide. Il tint sa fille comme s'il se noyait et qu'elle était la seule chose solide dans un océan de mensonges. « Je t'avais prévenu, » chuchota Chloé, et sa voix était brisée. « Je t'avais prévenu, papa. »« Je sais, » dit Antoine, fermant les yeux avec force. « Je sais, mon amour. Pardonne-moi. Pardonne-moi de ne pas t'avoir cru. » Ils restèrent ainsi pendant un long moment. Jeanne commença à s'éloigner, silencieuse, invisible à nouveau, se dirigeant vers sa petite chambre de service, son seul endroit dans cette maison. « Attends, » dit Antoine. Jeanne s'arrêta, ne se retourna pas, attenda. « Regarde-moi, » demanda Antoine, la voix douce maintenant. Jeanne se retourna lentement. Antoine s'était éloigné de Chloé. Il se tenait au milieu du salon, cet homme riche, puissant, maître de tout. Et Jeanne n'était que la femme de ménage. Mais il pleurait. « Tu m'as sauvé la vie, » dit Antoine. Simple, direct. Pourquoi ? Jeanne ne s'attendait pas à la question. Elle n'avait pas de réponse préparée. Parce que c'était la bonne chose à faire, murmura-t-elle. Tu aurais pu perdre ton emploi. Tu aurais pu être emprisonné. Sophie s'en serait assurée. Je sais. Alors pourquoi ? Jeanne regarda ses propres mains, calleuses, vieilles, des mains qui avaient nettoyé cette maison pendant 6 mois sans être remarquées. « Parce que je ne pouvais pas vous laisser mourir, monsieur, » dit-elle, et sa voix se brisa. « Je ne pouvais pas laisser mademoiselle Chloé seule. Je sais ce que c'est de perdre des gens, et je n'ai rien pu faire quand j'ai perdu les miens. Mais cette fois, je pouvais agir. Alors, j'ai agi. » Le silence emplit la pièce. Chloé s'approcha de Jeanne. Lentement,
et serra ensuite la femme plus âgée dans ses bras si fort que Jeanne faillit tomber. « Merci » pleura Chloé sur son épaule. « Merci d'avoir sauvé mon père. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir vu ce que je voyais. » Jeanne, qui n'avait pas été serrée dans les bras de quelqu'un d'autre que son petit-fils depuis des années, se mit à pleurer aussi. Antoine s'approcha. Il posa sa main sur l'épaule de Jeanne. « Comment puis-je te remercier ?» demanda-t-il. « De quoi as-tu besoin? N'importe quoi. Argent, maison, meilleur emploi, peu importe. » Jeanne secoua la tête. « J'ai juste besoin de m'occuper de mon petit-fils, monsieur. Il est autiste. Il a besoin de thérapie. J'ai juste besoin d'un emploi stable. » « Où le garçon est-il soigné? » ?»« À la clinique municipale. Mais la liste d'attente est de 2 ans. On essaie de faire des séances privées quand il nous reste de l'argent, mais je vais payer, » dit Antoine, sans hésiter. « Tout le traitement, les meilleurs spécialistes. Et tu n'es plus une employée ici, tu es de la famille maintenant. » Jeanne le regarda sans comprendre. « Monsieur, reste, » dit Antoine, et il y avait de la supplication dans sa voix. Reste dans cette maison. Amène ton petit-fils, s'il le faut. Mais reste. Je ne fais plus confiance à personne. Seulement à toi. Seulement à celle qui a tout risqué pour faire ce qui est juste. Les jours suivants furent étranges. La police enquêtait. Les avocats de Sophie intentèrent des poursuites. François niait tout, disant que le sédatif avait été volé dans sa clinique, qu'il ne savait même pas qu'il manquait. Sophie pleurait dans des interviews télévisées, disant qu'elle avait été mal interprétée, qu'elle voulait juste prendre soin de son mari. Antoine changea les serrures, doubla la sécurité, engagea un détective privé. Et Jeanne resta, non plus comme femme de ménage. Antoine insista là-dessus. Il lui donna une des chambres d'amis. Bailla le traitement d'Hugo, amena le garçon vivre à la villa les week-ends. Chloé et Jeanne devinrent des alliés. Elles passaient des heures à discuter dans la cuisine. Chloé parlait de sa mère, de comment elle avait soupçonné l'accident depuis le début. Jeanne racontait sa vie, ses difficultés, ce que c'était d'être invisible dans un monde de riches. Et Antoine observait tout avec des yeux nouveaux. Un après-midi, il trouva Jeanne dans le jardin. Elle était assise sur le banc en bois, regardant les rosiers. Elle semblait si fatiguée, si petite. Antoine s'assit à côté d'elle. « Je peux te demander quelque chose ?» dit-il. Jeanne hocha la tête. « As-tu entendu autre chose ?» Sophie et François parlaient d'autre chose. Jeanne resta silencieuse pendant un long moment. Puis, très lentement, elle acquiesça. « Ils ont parlé de votre première épouse, monsieur, » murmura-t-elle. « De comment ils ont fait avec elle ce qu'ils ont essayé de faire avec vous. » Le monde d'Antoine s'arrêta. « Quoi ? L'accident de voiture, » dit Jeanne, la voix tremblante. « Ce n'était pas un accident. Ils ont dit qu'ils avaient saboté les freins, qu'ils avaient payé quelqu'un, que le docteur François avait signé l'acte de décès pour que personne n'enquête correctement. » Antoine ne pouvait plus respirer. « Ma femme, » chuchota-t-il. « Aline. Ils ont tué Aline. »« Je suis tellement désolé, monsieur. Antoine se leva. Il chancela. Jeanne lui tint le bras. « Je vais le prouver, » dit Antoine, la voix rauque. « Je vais prouver ce qu'ils ont fait. Je vais les détruire tous les deux. Je vais... »« Monsieur, ils sont dangereux, » interrompit Jeanne. « S'ils savent que vous savez, je m'en fiche. »« Mais moi, je m'en fiche pas, » dit Jeanne fermement. « Et Chloé s'en fiche pas. Nous avons failli vous perdre une fois. Cela n'arrivera plus. » Antoine regarda la femme en face de lui. Cette femme qui lui avait sauvé la vie, qui avait tout risqué, qui maintenant le protégeait à nouveau. « Merci, » dit-il. « Merci d'être ici. » Jeanne sourit. Petit, mais sincère. « Toujours, monsieur. » Mais cette nuit-là, pendant que Jeanne dormait, elle n'entendit pas le bruit de la fenêtre de sa chambre se déverrouiller de l'extérieur. Elle ne vit pas l'ombre entrer par la vitre. Elle ne sentit pas l'aiguille pénétrer la veine de son bras avant qu'il ne soit trop tard. Et quand elle se réveilla, elle était dans un endroit très différent, un endroit sombre, froid, où personne n'entendrait ses cris. Jeanne se réveilla avec un goût de fer dans la bouche. Sa tête lui martelait, ses bras pesaient comme du plomb.
Elle essaya de bouger et découvrit que ses mains étaient attachées derrière son dos, ses poignets brûlant sous la pression de la corde. Elle était assise sur une chaise. Du vieux bois grinçant, le sol sous ses pieds était du béton gelé. Elle ouvrit les yeux lentement. Obscurité presque totale. Juste un filet de lumière entrant par en dessous de ce qui semblait être une porte. Odeur de moisissure, d'abandon, d'un endroit que personne n'a visité depuis des années. Tu t'es réveillé. La voix vint de la gauche, froide, familière. Sophie. Une lumière s'alluma. Ampoule nue pendue au plafond. Jeanne cligna des yeux contre l'éclat soudain. Lorsque sa vision s'ajusta, elle vit où elle était. Un sous-sol. Petit. Mur de briques écaillées. Toile d'araignée dans les coins. Un escalier en bois montant vers la porte verrouillée. Et Sophie debout devant elle, bras croisés, cette robe coûteuse tachée de poussière. « Ouh !» essaya de parler Jeanne, mais sa langue était pâteuse, sa gorge sèche. « Ma vieille maison !» dit Sophie, marchant en cercle autour de la chaise. « Enfin, techniquement, elle est à François maintenant. Il en a hérité à la mort de sa sœur. Personne ne vient ici. Personne ne te trouvera. » La panique monta dans la poitrine de Jeanne comme de l'eau bouillante. « Pourquoi as-tu fait cela ?» Sophie rit, un son glacé. « Pourquoi, à ton avis, tu as failli tout détruire? 1 an de planification, 1 an à faire semblant d'aimer cet homme pathétique, à faire semblant de se soucier de cette gamine gâtée. Tout allait bien se passer. Il allait mourir, j'allais avoir l'argent, et nous allions enfin sortir de cette vie. Vous avez tué sa première femme, dit Jeanne, la voix rauque mais ferme. Vous avez saboté la voiture, vous avez tué une femme innocente. Innocente? Sophie s'accroupit, se mettant à la hauteur du visage de Jeanne. Ses yeux brillaient de quelque chose de dangereux. Aline était une emmerdeuse. Elle contrôlait chaque centime d'Antoine. Elle ne le laissait pas respirer. Et François était criblé de dettes de jeu. Nous nous sommes entraidés. C'était simple. Personne ne s'est méfié. Jusqu'à maintenant. Sophie sourit. Jusqu'à toi, la petite femme de ménage héroïne, la sauveuse. Elle cracha le mot. Tu n'aurais rien dû faire. Tu aurais dû te taire, t'occuper de ta misérable petite vie, de ton petit-fils malade. Mais non, tu as dû te mêler de ça. Jeanne tira sur ses poignets, testant les cordes. Trop serrées. Antoine est au courant, dit-elle. Il sait pour le sédatif. La police enquête. Vous n'y arriverez pas. Si, nous y arriverons, répondit Sophie, se levant. Parce que tu vas disparaître. Tu ne seras qu'une autre femme de ménage qui a démissionné et est partie. Ça arrive tout le temps. Personne ne cherche. Chloé te cherchera. Chloé est une enfant, dit Sophie, haussant les épaules. Elle souffrira pendant 1 semaine, et puis elle oubliera, comme elle a oublié sa mère. La colère traversa Jeanne comme un éclair. Elle n'a jamais oublié, siffla Jeanne. Elle a toujours su que quelque chose n'allait pas, et maintenant Antoine le sait aussi. Vous ne gagnerez pas. Sophie s'arrêta, se retourna lentement. Tu sais, dit-elle, la voix basse, dangereuse, j'envisageais de te laisser en vie. T'enfermer ici, attendre que tu meures de faim dans quelques semaines. Mais peut-être vaut-il mieux accélérer. Elle monta les escaliers. La porte s'ouvrit. François entra. Il tenait une seringue. Jeanne cessa de respirer. « Non, murmura-t-elle. « Overdose, dit François, descendant les escaliers avec un calme médical. « Sédatif. Ton cœur s'arrêtera dans 15 minutes. Sans douleur, sans lutte. Tu vas simplement dormir. S'il vous plaît, essaya Jeanne, la voix se brisant. S'il vous plaît, j'ai un petit-fils. Il a besoin de moi. Il n'a plus personne. Tu aurais dû y penser avant, dit Sophie. François s'approcha. Jeanne se débattit sur la chaise, mais les cordes ne cédèrent pas. Il lui tint le bras avec une poigne professionnelle. L'aiguille brilla sous la lumière de l'ampoule, et puis des voix vinrent d'en haut, des voix qui criaient, une porte qui était enfoncée, des pas qui couraient. François se figea. Sophie devint blanche. « Jeanne !» La voix de Chloé résonna dans la maison. « Jeanne, où es-tu ?»« Non !» murmura Sophie. « Non, non, non !»« Police !» Une autre voix, grave, officielle. « Sortez les mains en l'air !» François laissa tomber la seringue.
Elle tomba au sol, se brisant, le liquide se répandant sur le béton. Sophie courut vers l'escalier, François derrière elle, mais quand ils ouvrirent la porte du sous-sol, 3 policiers attendaient, armes pointées. « À terre ! Maintenant !» Ils se jetèrent au sol, main derrière la tête, menottes au poignet, et puis Chloé descendit les escaliers en courant, Antoine juste derrière. « Jeanne !» cria Chloé, courant vers la chaise, commençant à défaire les cordes avec des doigts tremblants. « Oh mon Dieu, Jeanne, tu vas bien !» Jeanne ne pouvait pas parler, elle pleurait seulement. Chloé défit les cordes. Jeanne tomba en avant. Antoine la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol. « Je te tiens, » dit-il, la voix étranglée. « Je te tiens, tu es en sécurité maintenant. » Jeanne s'accrocha à sa chemise, avec des doigts engourdis. « Comment m'avez-vous trouvé ?»« Chloé a remarqué que tu avais disparu, » dit Antoine, l'aidant à se tenir debout, soutenant son poids. Elle a fouillé toute la maison. Elle a trouvé un téléphone portable caché dans la chambre, qu'utilisait Sophie. Des messages entre elle et François, les coordonnées de cette maison. Nous avons appelé la police et sommes venus directement. Chloé serra Jeanne si fort que ça faisait mal. « J'ai dit que nous n'allions pas te perdre, » pleura la jeune fille. « Je l'ai dit. » Les policiers firent monter Sophie et François par les escaliers. Sophie criait, disant que c'était une erreur, qu'ils envahissaient une propriété privée. François en silence, avec l'air de celui qui savait que c'était fini. Mais quand ils passèrent la porte, Sophie se retourna. « Vous n'avez rien !» cria-t-elle à Antoine. « Vous n'avez aucune preuve de rien. Mes avocats vont me sortir de là en quelques heures. Et quand je sortirai... »« Si, nous en avons !» dit Jeanne, la voix faible mais ferme. Sophie cessa de crier. Jeanne chercha dans la poche de son pantalon avec des doigts tremblants. Elle sortit une petite clé USB rouge. « J'ai enregistré, » murmura-t-elle. « Je vous ai enregistré en train de parler d'Aline, du plan, des sédatifs, de tout. Tout est là. » Le silence qui tomba fut absolu. Antoine prit la clé USB des mains tremblantes de Jeanne. Il la regarda comme si c'était l'objet le plus précieux du monde. « Quand ?» demanda-t-il. « La semaine dernière, » dit Jeanne. « J'ai acheté un petit enregistreur avec le premier salaire que vous m'avez donné. J'enregistrais chaque fois qu'ils étaient dans la maison. Je savais que j'aurais besoin de preuves. » Sophie poussa un cri, un son animal de pur désespoir. Elle se débattit contre les policiers, mais ils la retinrent fermement. « Tu n'étais rien !» hurla Sophie alors qu'elle était traînée dehors. Tu n'étais qu'une femme de ménage, qu'une pauvre sotte. Tu n'avais pas le droit de détruire ma vie. J'avais le droit de sauver la sienne, dit Jeanne, pointant Antoine du doigt. Et puis Sophie et François disparurent par la porte. Les sirènes s'allumèrent, les voitures s'éloignèrent. Il ne resta qu'Antoine, Chloé et Jeanne dans le sous-sol silencieux. « Merci, » dit Antoine, et sa voix était brisée. « Merci d'avoir été plus courageuse que je ne le serai jamais. » 3 jours plus tard, la police analysa les enregistrements. 8 heures de conversation. Sophie et François planifiant chaque détail, admettant le meurtre d'Aline, riant de la facilité avec laquelle cela s'était passé, discutant du temps qu'il faudrait pour tuer Antoine, parlant de la façon dont il ferait passer cela pour un accident, des preuves irréfutables. Sophie et François furent formellement accusés de meurtre avec préméditation et tentative d'homicide. Sans droit à la liberté sous caution, Antoine fit exhumer le corps d'Aline, nouvelle autopsie, confirma le sabotage de la voiture, confirma que François avait falsifié des documents. La presse explosa. L'affaire fit les gros titres nationaux. Médecin et épouse planifient un meurtre pour l'héritage. Femme de ménage, héroïne, sauve son patron de l'empoisonnement. Jeanne ne voulait pas de cette attention. Elle voulait juste rentrer chez elle. Mais Antoine ne la laissa pas faire. « Tu n'es plus une employée, » lui dit-il un après-midi, assis dans le salon avec Jeanne et Chloé. « Tu es un témoin clé. Tu fais partie de cette famille maintenant. »« Monsieur Antoine, » la corrigea-t-il. « Appelle-moi Antoine, s'il te plaît. » Jeanne ne savait pas quoi dire. « Et je veux faire quelque chose, » continua Antoine. « Je veux créer un fonds au nom d'Hugo, pour son traitement, pour son éducation, pour son avenir. Tu m'as sauvé la vie. Laisse-moi faire cela pour ta famille. » Jeanne se remit à pleurer.
Encore une fois, il semblait que ce soit tout ce qu'elle faisait ces derniers temps. « Merci », murmura-t-elle. Chloé lui prit la main, la serra. Mais cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, le téléphone d'Antoine sonna. Numéro inconnu, il décrocha, somnolent. « Allô ?» Respiration de l'autre côté, lourde. Puis, une voix, déformée, méconnaissable. « Tu crois que c'est fini ?» dit la voix. « Crois qu'arrêter 2 personnes résout tout ? Qui êtes-vous ? Il y en a plus ?» continua la voix. « Plus de gens impliqués, plus de secrets, plus de morts. Et si tu continues d'enquêter, tu vas découvrir des choses qui vont détruire tout ce que tu aimes. Qu'est-ce que vous ?» L'appel fut coupé. Antoine resta assis dans l'obscurité de la chambre, le téléphone tremblant dans sa main, le cœur battant trop vite, parce qu'il venait de comprendre quelque chose de terrible. Sophie et François n'étaient pas seuls. Il y avait quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus grand, quelqu'un qui était toujours libre, et ce quelqu'un n'allait pas s'arrêter. L'appel mystérieux n'était que le début. 2 jours plus tard, les avocats de Sophie obtinrent l'habeas corpus. Ils plaidèrent la détention provisoire sans base légale solide, affirmèrent que les enregistrements de Jeanne avaient été obtenus illégalement, sans autorisation judiciaire. Ils plaidèrent que c'était la parole d'une femme de ménage contre celle d'une épouse et d'un médecin renommé. Le juge accepta. Sophie et François furent libérés avec un bracelet électronique et l'interdiction d'approcher Antoine, Chloé et Jeanne. Mais ils étaient libres, marchant dans les rues, respirant le même air. Jeanne ne dormit pas cette nuit-là, ni la suivante. Elle restait éveillée dans la chambre d'amis, regardant la porte, attendant qu'elle s'ouvre à tout moment. Que Sophie entre. Que François entre avec une autre seringue. Antoine engagea des gardes, 4 hommes armés surveillant la maison 24 heures sur 24, des caméras à chaque coin, des portails renforcés, mais cela ne servait à rien. La peur était entrée et ne partait plus. Et puis les menaces commencèrent. D'abord, ce fut un courriel, envoyé à Antoine depuis une adresse anonyme, sans texte, juste une photo, Chloé sortant de l'école, un cercle rouge dessiné autour de sa tête. Antoine faillit vomir. Il appela la police. Ils dirent qu'ils allaient enquêter, qu'ils augmenteraient les patrouilles, qu'ils faisaient leur possible. Mais Antoine voyait dans leurs yeux, ce n'était pas suffisant. Ça ne le serait jamais. Puis ce fut au tour de Jeanne. Elle était dans la cuisine à préparer le café lorsque son téléphone sonna. Numéro inconnu. Elle décrocha sans réfléchir. Allô ? Silence. Puis une respiration. Et puis une voix d'enfant qui pleurait. « Mamie, mamie, aide-moi !» Le monde de Jeanne s'arrêta. « Hugo ?» cria-t-elle au téléphone. « Hugo, mon amour, où es-tu » Mais la voix qui répondit n'était pas celle du garçon. « Il est en sécurité » dit un homme, voix déformée. « Pour l'instant. Mais si tu continues à témoigner contre Sophie et François, eh bien, les accidents arrivent aux enfants spéciaux. Personne ne s'étonne. » L'appel fut coupé. Jeanne laissa le téléphone glisser de sa main. Il tomba par terre, se brisa. Elle s'effondra en même temps, ses genoux heurtant le marbre, le cri coincé dans sa gorge. Antoine et Chloé arrivèrent en courant. Ils trouvèrent Jeanne à terre, tremblante, incapable de parler. Il lui fallut 10 minutes pour réussir à expliquer. Antoine appela immédiatement la tante de Jeanne, qui s'occupait d'Hugo. La femme répondit effrayée. Oui, Hugo allait bien. Il était là avec elle, regardant un dessin animé. Personne ne s'était approché de lui. Mais Jeanne avait entendu la voix de son petit-fils. Elle l'avait entendu pleurer. C'était un enregistrement, expliqua plus tard le détective privé d'Antoine, analysant l'historique des appels. Ils ont dû enregistrer le garçon à un moment donné. Ils l'ont monté, ils s'en sont servis pour t'effrayer. Et ça a marché, murmura Jeanne, la voix éteinte. Antoine déménagea Hugo et sa tante dans un appartement sûr. Il y mit aussi des gardes. Mais le mal était fait. Jeanne vivait dans une panique constante. Elle appelait la tante toutes les demi-heures. Elle ne mangeait pas, elle ne dormait pas, elle se détruisait de l'intérieur. Et puis l'entreprise d'Antoine commença à s'effondrer. Contrat annulé du jour au lendemain. Clients importants disant qu'ils avaient perdu confiance dans la gestion d'Antoine. Investisseurs retirant des fonds.
Actions chutant en bourse. Antoine enquêta. Il découvrit que quelqu'un répandait des rumeurs, disant qu'il était impliqué dans des stratagèmes illégaux, qu'il avait payé Jeanne pour mentir sur Sophie, que tout était une vengeance parce que sa femme avait demandé le divorce. Les mensonges se propageaient plus vite que la vérité. En 2 semaines, Antoine perdit 40% de la valeur de l'entreprise. Les banques commencèrent à exiger le remboursement des prêts, fournisseurs réclamant des paiements anticipés. Employés démissionnant parce qu'il ne voulait pas être associé au scandale. Antoine passait 18 heures par jour au bureau à essayer de sauver ce qu'il pouvait. Il rentrait chez lui épuisé, vaincu, vieilli de 10 ans, en quelques jours. « J'aurais dû l'épouser », dit-il un soir, assis sur le canapé du salon sombre, une bouteille de whisky à moitié vide sur la table. « J'aurais dû croire Chloé. J'ai causé tout ça. J'ai tout détruit. » Chloé essaya de consoler son père. Mais elle-même était en train de craquer. Ses camarades de classe l'évitaient. Les professeurs la regardaient avec pitié. Les chuchotements dans les couloirs. C'est la fille de ce milliardaire impliqué dans le scandale. Elle arrêta d'aller en cours. Elle restait enfermée dans sa chambre. Elle ne parlait à personne. La famille implosait. Et puis la pire nouvelle arriva. Le procureur appela Antoine un jeudi matin. Sa voix était fatiguée. Vaincu. Nous avons un problème, dit-il. Un gros. Les enregistrements de Jeanne, les preuves irréfutables, elles avaient été contestées par un expert de la défense. Il affirmait qu'elles étaient montées, que des passages avaient été coupés hors contexte, qu'on ne pouvait pas prouver de qui étaient réellement les voix. « Mais c'est évident que ce sont eux », cria Antoine au téléphone. « Sophie et François, leur voix. »« Je sais », dit le procureur. Mais sans expertise officielle le confirmant et avec la défense qui dit que c'est manipulé, le juge envisage de les déclarer irrecevables comme preuve. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, sans les enregistrements, nous n'avons plus d'affaires. Ça veut dire que Sophie et François vont être libérés. Complètement. Antoine raccrocha le téléphone. Il resta assis dans le bureau, regardant ses propres mains. Tout avait été en vain. Jeanne avait risqué sa vie. Elle l'avait sauvée, elle avait enregistré des preuves, et ça ne servirait à rien. Sophie et François allaient être libérés, et ils viendraient chercher vengeance. Cette nuit-là, Antoine réunit Jeanne et Chloé dans le salon. « Nous devons parler, » dit-il, et sa voix était brisée. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Chloé, sachant déjà que c'était une mauvaise nouvelle. « Les enregistrements ne vont pas être acceptés. L'affaire va être classée. Sophie et François vont être libérés dans 48 heures. » Le silence qui tomba fut absolu. Jeanne se mit à pleurer. Sans bruit, juste des larmes coulant sur son visage fatigué. « J'ai une proposition, » continua Antoine, et cela lui coûta tout de dire les mots suivants. « On arrête, on abandonne. Je dis au procureur que je ne veux plus poursuivre. Je fais des excuses publiques, je dis que c'était un malentendu, et nous essayons de reprendre une vie normale. »« Non !» dit Chloé, la voix dure. « Papa, non !»« Ils ont tué ta mère, » dit Antoine, et il pleurait maintenant. « Ils ont essayé de me tuer. Ils vous ont menacé toutes les deux, et je ne supporte plus de vivre dans la peur que quelque chose vous arrive. Je préfère les laisser libres que de risquer de vous perdre. »« Mais ils vont gagner, » chuchota Chloé. « Je sais, » dit Antoine. « Mais au moins, vous serez en vie. » Jeanne essuya ses larmes, regarda ses propres mains. « Je dois partir, » dit-elle, la voix ferme tout à coup. « Je dois quitter cette maison, prendre Hugo, disparaître. Changer de ville, peut-être de région, tant que je suis près de vous, mon petit-fils court un danger. »« Jeanne, non !» essaya Chloé. « Je n'ai pas le choix, » coupa Jeanne. « Je ne peux pas risquer sa vie. J'ai déjà trop risqué, j'ai été égoïste, j'ai cru pouvoir être une héroïne. Mais les héros des gens pauvres n'existent pas, on perd toujours à la fin. » Antoine regarda la femme qui lui avait sauvé la vie, la femme qui était devenue une partie de la famille, et il ne savait pas quoi dire. Parce qu'elle avait raison. Les gens comme eux ne gagnaient pas contre les gens comme Sophie et François, pas dans le monde réel, pas quand l'argent et le pouvoir étaient en jeu. Cette nuit-là, Jeanne fit ses valises. Un petit paquet, les vêtements qu'elle avait, la photo de son petit-fils,
la vieille Bible qui avait appartenu à sa mère. Antoine essaya de lui donner de l'argent. Jeanne refusa. « Je ne veux rien qui puisse me relier à vous, » dit-elle. « Je dois vraiment disparaître. » Chloé serra Jeanne dans ses bras en pleurant. Elle ne voulait pas la lâcher. « Tu as sauvé mon père, » chuchota la jeune fille. « Comment vais-je te remercier ?»« Vis, » dit Jeanne, tenant le visage de la jeune fille entre ses mains. « Vis une belle vie, longue, heureuse. C'est un remerciement suffisant. » Antoine accompagna Jeanne jusqu'au portail le lendemain matin. Il appela un taxi, mit sa valise dans le coffre. « Pardonne-moi, » dit-il. « Pardonne-moi de t'avoir mise dans cette situation. »« Ce n'est pas votre faute, » répondit Jeanne. « C'était mon choix, et je le referai. » Le taxi démarra. Jeanne regarda par la vitre arrière, voyant la villa s'éloigner, voyant Antoine et Chloé devenir de plus en plus petits, jusqu'à disparaître complètement. Et à ce moment, assise sur le siège arrière de cette voiture, Jeanne comprit, elle avait perdu son emploi, perdu la famille qu'elle avait commencé à construire, perdu l'espoir que faire la bonne chose importait. Les méchants avaient gagné, ils gagnaient toujours. Mais quand le taxi tourna au coin de la rue, Jeanne vit quelque chose qui lui fit s'arrêter le cœur. Une plaque de commissariat de police et une femme qui entrait par la porte. Une femme que Jeanne avait déjà vue sur les photos de la villa, la première épouse d'Antoine, Aline. Non, ce n'était pas possible. Aline était morte. Mais cette femme était identique, même cheveux, même carrure, même façon de marcher. Jeanne demanda au chauffeur de s'arrêter. Elle descendit du taxi, regarda le commissariat et réalisa quelque chose qui changeait tout. Peut-être qu'il y avait encore de l'espoir, peut-être que la lutte n'était pas finie, peut-être qu'il y avait un secret que personne ne connaissait, un secret qui pouvait détruire Sophie et François une fois pour toutes. Jeanne entra dans le commissariat, les jambes tremblantes. La femme qu'elle avait vue n'était plus dans le hall. Jeanne regarda autour. Des policiers tapant des rapports, des gens attendant sur des bancs en bois, aucune femme ressemblant à Aline. « Je peux vous aider ?» demanda un policier. Jeanne ouvrit la bouche, la referma. Qu'allait-elle dire? Qu'elle avait vu une femme morte? Qu'elle poursuivait des fantômes? Je dois parler de l'affaire Antoine Delacroix, dit-elle, la voix basse. Le policier soupira. Êtes-vous témoin? Oui. Il lui désigna une chaise. Attendez-la. Le détective responsable va vous recevoir. Jeanne s'assit. Attenda. 20 minutes. 30. Elle était sur le point d'abandonner quand une porte s'ouvrit, et la femme sortit. Jeanne cessa de respirer. C'était elle. Même longs cheveux châtains, mêmes yeux verts, même taille. Mais il y avait quelque chose de différent. Une cicatrice sur le front, le visage plus maigre, plus fatigué. La femme regarda Jeanne. Ses yeux s'écarquillèrent. « Toi, dit-elle, tu es la femme de ménage. » Jeanne. Jeanne se leva, chancelante. « Comment savez-vous mon nom ?» La femme regarda autour, vit les policiers observer. Elle prit le bras de Jeanne et l'entraîna dans un couloir vide. « Je sais qui tu es, » murmura la femme, « parce que je suis l'affaire Antoine Delacroix depuis 3 ans. »« Vous êtes Aline, » réussit à dire Jeanne. La femme ferma les yeux, inspira profondément. Quand elle les rouvrit, il y avait des larmes. « Oui, » dit-elle. Je suis Aline Delacroix, et je ne suis pas morte dans cet accident. » Le monde de Jeanne tourna. Mais le corps, les funérailles, ce n'était pas moi, interrompit Aline. C'était une femme non identifiée qui était morte dans un accident sur la même route. François a échangé les corps, a falsifié des documents, a déclaré que c'était moi. Il a fait enterrer une inconnue à Antoine. Pourquoi? Jeanne pouvait à peine parler. Aline essuya ses larmes. Parce que j'ai découvert ce que François faisait. Il n'avait pas seulement des dettes de jeu, il était impliqué dans un système de fraude à l'assurance. Il tuait des patients en phase terminale prématurément, falsifiait des certificats de mort naturelle et partageait l'argent de l'assurance avec les familles. C'était des millions, des dizaines de morts. Jeanne eut la nausée. Et Sophie? Sophie était complice, elle travaillait dans l'administration des assurances. C'était elle qui sélectionnait les victimes. Ils se sont rencontrés comme ça. Et quand j'ai découvert, quand j'ai trouvé des preuves, ils ont saboté ma voiture.
Mais vous avez survécu. De justesse. Aline toucha la cicatrice sur son front. J'ai été dans le coma pendant 2 mois. Quand je me suis réveillé, la police fédérale enquêtait déjà sur François pour d'autres morts. Ils m'ont offert la protection des témoins en échange de mon témoignage. J'ai accepté. Mais il y avait un prix à payer. Lequel? Je ne pouvais plus exister. Aline Delacroix devait être morte. Je ne pouvais pas parler à Antoine. Je ne pouvais pas parler à ma fille. J'ai dû assister à mes funérailles de loin. J'ai dû voir mon mari enterrer un corps qui n'était pas le mien. J'ai dû voir Chloé grandir sans mère. Sa voix se brisa. Jeanne lui tint les mains. Mais pourquoi n'êtes-vous pas revenu après? Pourquoi Antoine ne le sait-il pas? Parce que l'enquête a pris des années, dit Aline. Le réseau était plus grand que nous l'imaginions. Médecins, avocats, compagnies d'assurance. Il y avait des gens puissants impliqués. Si j'apparaissais avant d'avoir des preuves concrètes de tout, ils nous tueraient, non seulement moi, mais aussi Antoine et Chloé. Je devais attendre. Je devais les laisser penser qu'ils avaient gagné. Et maintenant, Aline sourit pour la première fois. Amère, mais réelle. Maintenant, nous avons tout. 6 ans d'enquête, des documents, des enregistrements, des témoins. François va être arrêté pour meurtre multiple. 30 ans minimum. Sophie aussi. Elle est complice d'au moins 15 meurtres. 15 murmura Jeanne, horrifiée. 15 que nous avons pu prouver. Mais il y en a probablement eu plus, beaucoup plus. Jeanne s'assit par terre, ses jambes ne la soutenaient plus. Antoine doit savoir, dit-elle. Chloé doit savoir. Je sais, dit Aline, s'agenouillant à côté de Jeanne. Et c'est pour ça que je suis ici. L'opération aura lieu demain. Nous allons arrêter tous les impliqués. François, Sophie, 8 autres personnes. Et après je pourrai rentrer. Rentrer à la maison. Retrouver ma famille. Ils vont être sous le choc. Je sais. Mais au moins, ils seront en sécurité. Enfin, Aline aida Jeanne à se lever. Tes enregistrements, dit-elle. Ceux que tu as faits de Sophie et François. Ils ont été cruciaux. Ils ont confirmé des soupçons que nous avions. Ils ont relié les pièces du puzzle. Tu as sauvé cette affaire, Jeanne. Mais le juge avait dit qu'ils étaient irrecevables. Aline sourit à nouveau. Parce que la défense ne savait pas que nous avions d'autres preuves. Nous les avons laissés penser qu'ils avaient gagné. Nous avons laissé Sophie et François se détendre. Et ils se sont trop détendus. Hier, François a rencontré les autres impliqués dans le stratagème. Nous avons tout enregistré. Aveu de culpabilité, non, montant. C'est fini. Jeanne se mit à pleurer. De soulagement, d'épuisement, de gratitude. « Et tu dois venir avec moi, dit Aline. Tu dois voir l'opération se dérouler. Tu mérites de voir la fin de tout ça. » Le lendemain, à 6 heures du matin, 20 voitures de police encerclèrent 8 adresses simultanément. Jeanne était dans l'une d'elles, avec Aline et le détective responsable. Ils se garèrent devant la maison où logeait Sophie, un appartement loué dans un quartier chic. Toutes les équipes en position, grésilla la radio. 3, 2, 1. Allez! Les portes furent enfoncées au même moment. Des cris, des courses. 3 minutes plus tard, Sophie fut emmenée menottée, en pyjama, criant à propos d'avocats et de droit. Puis elle vit Aline. Elle cessa de crier. Elle devint blanche. Ses jambes cédèrent. 2 policiers durent la soutenir. « Non, murmura Sophie. Non, tu es morte. Je t'ai vue mourir. Tu as vu ce que tu voulais voir, dit Aline, la voix froide. Et maintenant, tu vas payer pour tout. Sophie recommença à crier. Mais cette fois, c'était différent. C'était le cri de quelqu'un qui savait qu'il avait perdu. François fut arrêté à la clinique. Il était en train de consulter un patient lorsque les fédéraux entrèrent. Il tenta de s'enfuir par l'arrière. Il n'y arriva pas. Il fut plaqué au sol sur l'asphalte chaud, menotté devant des infirmières et des patients choqués. Les 6 autres furent arrêtés chez eux. Des hommes d'affaires, des avocats, un juge. Tous faisaient partie du complot. À 10 heures du matin, tout était terminé. Aline appela Antoine. Il répondit au second bip, la voix fatiguée. « Allô? Salut, mon amour, » dit Aline, et elle se mit à pleurer. « C'est moi. » Silence de l'autre côté. Puis un bruit, comme si le téléphone était tombé. « Antoine » appela Aline. « Antoine, s'il te plaît, parle-moi. » Aline, sa voix était brisée, incrédule.
Aline, c'est toi? C'est moi, mon amour. Je suis vivante, je suis là, et je rentre à la maison. Antoine se mit à pleurer, des sanglots lourds qui faisaient mal à entendre. Où es-tu? Au commissariat central. Avec Jeanne. Nous avons arrêté Sophie et François. Nous les avons tous arrêtés. C'est fini, Antoine, c'est vraiment fini. Chloé, réussit-il à dire. Je dois aller chercher Chloé. Vas-y, dit Aline. Va chercher notre fille, et viens me chercher aussi. J'ai attendu 6 ans pour rentrer à la maison. Je peux attendre 1 heure de plus. 1 heure plus tard, Antoine entra en courant dans le commissariat, Chloé derrière lui. Quand la jeune fille vit sa mère, elle s'arrêta. Elle resta immobile au milieu du hall, regardant cette femme qui était sortie de ses rêves. « Maman » chuchota-t-elle. « Salut, mon amour » dit Aline, ouvrant les bras. « Tu as tellement grandi. » Chloé courut. Elle percuta sa mère avec tant de force que les deux faillirent tomber. Aline serra sa fille, pleurant, répétant « Pardon, pardon, pardon », sans s'arrêter. Antoine s'approcha lentement. Il toucha le visage d'Aline comme si elle allait disparaître à tout moment. « Tu es là, » dit-il. « Tu es vraiment là. Je suis là, » répondit Aline. « Et je ne partirai plus jamais. » Ils s'embrassèrent, tous les trois. Une famille qui avait été brisée et qui était maintenant en train d'être reconstituée, pièce par pièce. Jeanne observait de loin, souriante, essuyant ses propres larmes. Aline s'écarta de sa famille un instant. Elle marcha vers Jeanne. Elle l'embrassa avec force. « Merci » murmura Aline. « Merci d'avoir pris soin d'eux quand je ne pouvais pas. Merci d'avoir été courageuse quand personne d'autre ne l'était. »« J'ai juste fait ce qui était juste » dit Jeanne. « Non » répondit Aline. « Tu as fait l'impossible. Et pour cela tu feras toujours partie de cette famille. Toujours. » Et à cet instant, debout dans ce commissariat, entourée de cette famille qui avait été sauvée, Jeanne comprit enfin, elle n'avait pas perdu. Elle avait gagné. Le bien avait triomphé. Parce que parfois, juste parfois, la vérité triomphe réellement. La salle d'audience était bondée. Antoine s'assit au premier rang, Chloé à ses côtés, la main de sa fille serrant la sienne dans une promesse silencieuse de force. Jeanne, quant à elle, resta plus en retrait, simple dans sa robe bleue, le regard fixé sur Sophie dans le box des accusés. Autour, des caméras de télévision, des journalistes entassés derrière des barreaux, des chuchotements dans tous les coins. C'était l'événement de l'année, le procès qui exposait le monde souterrain des riches, des puissants et des criminels intouchables depuis des années. De l'autre côté, Sophie était pâle, les cheveux bien coiffés, son tailleur sombre impeccable, essayant de dissimuler la ruine derrière ses yeux. François, acculé, n'était plus que l'ombre du médecin confiant d'autrefois. Les autres complices, en costume cravate, formaient une tache grise. Des hommes riches, des avocats, des hommes d'affaires, un juge, tous démasqués par l'opération qui suivit la révélation d'Aline. Lorsqu'Aline apparut pour témoigner, la salle d'audience s'immobilisa. Antoine se leva, les larmes contenues dans les yeux. Chloé oublia même de respirer. Le juge, stupéfait, demanda le silence tant de fois que l'émotion sauvage submergea les sièges. Aline leva la main droite, jura de dire la vérité. La femme que tous avaient jurée morte traversa le tribunal d'un pas décidé. « Mon nom est Aline Fournier de la Croix, » dit-elle. « Je suis venue raconter tout ce que j'ai vécu pendant 6 ans de silence forcé. » Aline narra l'histoire secrète. Elle expliqua la série de morts mystérieuses, le stratagème d'assurance, l'échange de corps, la corruption systématique. Elle présenta des documents, des enregistrements, lista des dates, des comptes bancaires, des noms. Chacune de ces paroles était comme une sentence, irréfutable, impossible à esquiver. François tenta d'interrompre une fois, seulement pour être réduit au silence par le juge. Sophie tremblait, le visage taché de rage, de peur, de honte. Le procureur lut les confessions enregistrées, montra des vidéos des rencontres, présenta des relevés bancaires de Jeanne et des victimes, exhiba l'enregistrement de Jeanne, la preuve initiale, discréditée au début, maintenant centrale et légitimée par l'arrivée d'Aline et les enquêtes fédérales. Puis vint le tour des témoins.
Chloé fut appelée. La jeune fille se leva, traversa le tribunal. Ses pas petits, mais déterminés, résonnant dans le silence. Elle regarda Sophie droit dans les yeux. « Pourquoi voulais-tu me mettre à l'écart ?» demanda Chloé, la voix fragile mais pleine de courage. « Qu'est-ce que je t'ai fait ?» Sophie, acculée, se contenta de détourner le regard. Le juge demanda à l'accusation de conclure. Antoine fut invité à témoigner. Il se tint debout, fixant Sophie dans les yeux. « Tu as détruit ma famille !» Sa voix sortit ferme, chargée de douleur et de détermination. « Tu as menti, manipulé, tué. Tu as failli me tuer. Tu as tué ma femme. Tu as tué l'espoir de ma fille de grandir en paix. Tu as utilisé ton pouvoir pour causer de la souffrance, pas pour construire quelque chose de digne. Aujourd'hui, tu vas payer pour chaque crime, pour chaque nuit, où ma fille a dormi dans la peur, pour chaque silence que tu nous as imposé à tous. » Jeanne fut appelée en dernier. Simple, digne, elle monta à la barre des témoins. Elle raconta ce qu'elle avait souffert, ce qu'elle avait vu, tout ce qu'elle avait risqué pour empêcher une autre mort. L'avocat de la défense tenta de l'attaquer. Sa vie modeste, ses faibles études, son passé de femme de ménage invisible pour la société. Mais Jeanne ne recula pas. La dignité ne dépend pas de la richesse, excellence, ni de la position, dit-elle au tribunal. La dignité, c'est de ne jamais fermer les yeux sur la souffrance d'autrui. C'est choisir de faire ce qui est juste, même en sachant que l'on pourrait tout perdre. Si défendre ceux qui n'ont pas de voix est un crime, alors j'assume, je suis coupable. Mais sauver une vie vaut plus que n'importe quel salaire. Le public applaudit debout. Le juge lut la sentence. Sophie et François reçurent la peine maximale autorisée par la loi. Les complices perdirent tout. Poste, argent, réputation, liberté. Aline se dirigea vers Jeanne, l'embrassa chaleureusement. Antoine et Chloé pleuraient ensemble, libérés du poids des années de mensonges et de douleur. En sortant du tribunal, Jeanne tint la main d'Hugo, qui était assis avec un sourire timide. Le garçon la regarda et dit, pour la première fois à voix haute, devant tout le monde, « Tu es mon héroïne, mamie. » Le tribunal entier se tut. Et puis, comme dans une renaissance, la vie recommença pour eux tous. La justice, enfin, avait prévalu. 6 mois après le procès, la villa avait une odeur différente. Ce n'était plus le parfum coûteux de Sophie imprégné dans les tapis. Ce n'était plus le silence pesant des secrets cachés dans chaque coin. C'était l'odeur du café filtrant dans la cuisine, du rire d'enfants résonnant dans les couloirs, de la vie qui se déroulait réellement. Hugo courait dans le jardin, les bras ouverts, poursuivant des papillons. 6 mois de thérapie intensive, les meilleurs spécialistes, et le garçon s'épanouissait. Il était toujours autiste. Il parlait encore peu. Mais il souriait, il jouait. Il regardait Jeanne dans les yeux avec cet amour pur que seuls les petits-enfants savent donner. Jeanne observait depuis la véranda, une tasse de thé à la main. Elle n'était plus femme de ménage. Elle était de la famille. Aline avait insisté là-dessus dès le premier jour où elle était rentrée à la maison. « Tu as sauvé mon mari, sauvé ma fille. Tu nous as sauvés d'un destin terrible. Tu n'es pas une employée ici. Tu es une sœur, une mère, une grand-mère pour nous tous. » Au début, Jeanne ne pouvait pas l'accepter. 50 ans à être invisible ne s'effacent pas en quelques jours. Mais petit à petit, étreinte après étreinte, repas après repas, elle commença à y croire. Elle commença à s'asseoir à table avec eux, à donner son avis, à rire sans demander la permission. Antoine avait vieilli, mais différemment. Les rides étaient maintenant des rides de sourire, pas de stress. L'entreprise s'était redressée, lentement mais avec solidité. Il avait appris à déléguer, à faire confiance, à regarder les gens dans les yeux, quelle que soit la tenue qu'ils portaient ou leur compte en banque. Chloé était différente aussi, plus légère, plus heureuse. Elle avait repris ses études, cette fois avec passion. Elle voulait devenir avocate. Elle voulait défendre les gens comme Jeanne, les gens sans voix, les gens invisibles pour le système. « Je serai l'avocate des oubliés », dit-elle un soir au dîner. « Comme Jeanne a été notre héroïne ». Jeanne rougit. Elle secoua la tête. « Je ne suis pas une héroïne. J'ai juste fait ce qui devait être fait. » « Exactement.
dit Aline, tenant la main de Jeanne. Et c'est ce qui fait de toi une véritable héroïne. Les héros ne portent pas de cape, ils portent du courage. Antoine leva sa coupe de jus, il avait arrêté de boire depuis qu'Aline était revenue. Une promesse silencieuse de ne plus jamais se perdre. Un toast, dit-il, à Jeanne. La femme qui nous a appris que la dignité n'a pas de prix, et que faire ce qui est juste en vaut toujours la peine, même quand cela semble impossible. Ils trinquèrent. Hugo applaudit, joyeux, sans comprendre complètement, mais sentant l'amour qui remplissait cette pièce. Plus tard, quand tout le monde était endormi, Jeanne resta seule dans le jardin, regardant les étoiles, pensant à tout ce qui s'était passé, à la façon dont sa vie avait changé, à la façon dont elle était passée de femme de ménage invisible à partie essentielle d'une famille. Aline apparut à côté d'elle, en silence, apportant un châle. « Il va faire froid, » dit-elle, posant le châle sur les épaules de Jeanne. « Merci, » murmura Jeanne. Elles restèrent là, côte à côte, à regarder le ciel étoilé. « Tu ne m'as jamais demandé, » dit Aline soudainement. « Demandé quoi? Comment c'était? De vivre 6 ans loin de ma famille, regarder de loin, ne pas pouvoir embrasser ma fille, ne pas pouvoir consoler mon mari. Comment c'était de devoir mourir pour qu'il puisse vivre? » Jeanne la regarda. Elle vit les larmes silencieuses couler sur le visage d'Aline. « C'était l'enfer, » continua Aline. « Chaque jour, je voulais abandonner. Chaque jour, je pensais à apparaître, à tout révéler, à rentrer. Mais je savais que si je le faisais, il mourrait pour de vrai. Alors j'ai tenu bon. Parce que c'est ce que l'on fait pour ceux que l'on aime. On endure l'impossible. » Jeanne lui prit la main. « Et c'est pour ça que toi aussi tu es une héroïne, » dit Jeanne. « Tu as sacrifié 6 ans de ta vie pour les sauver. C'est ça l'amour, le vrai amour. » Aline sourit à travers ses larmes. « Nous avons sauvé cette famille toutes les deux, Jeanne, chacune à sa manière. Et maintenant, ils sont en sécurité, enfin en sécurité. Et nous aussi, » ajouta Jeanne. « Et nous aussi. » Dans la chambre à l'étage, Chloé regardait par la fenêtre. Elle voyait la grand-mère que le destin lui avait donnée, et la mère que le destin lui avait rendue, ensemble, unis par quelque chose de plus grand que le sang, unis par le courage, par le sacrifice, par l'amour. Antoine entra dans la chambre, serra sa fille par derrière. « Tu es heureuse ?» demanda-t-il. Chloé se retourna, serra son père contre elle. « Je suis complète, » dit-elle. Enfin complète. Et à cet instant, dans cette maison qui avait été le théâtre de tant de mensonges, de tant de souffrances, de tant de douleurs, quelque chose de nouveau naissait. Une vraie famille, construite non sur le sang ou l'argent, mais sur les choix, sur le courage, sur l'amour qui a tout coûté, mais qui a valu chaque seconde. Jeanne regarda le ciel étoilé une dernière fois, pensa à son petit-fils dormant en sécurité, à sa fille qui reviendrait un jour, guérie, si Dieu le voulait, à la vie qu'elle avait construite à partir de rien, avec ses mains calleuses et son cœur vaillant, et elle sourit, parce qu'à la fin, après toute l'obscurité, toute la lutte, toute la peur, elle avait appris la vérité la plus importante de toutes. Le courage d'une personne ordinaire peut changer le destin de tous ceux qui l'entourent, et parfois, sauver une vie signifie sauver un monde entier.